Alors d'où Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un monument de la littérature française, une œuvre qui est bien plus qu'un simple roman. Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. C'est un véritable cri, un des textes militants les plus percutants de l'histoire. Voilà. Dès la première phrase, on est dedans. Pas de détour, pas de mise en place. On est directement projeté dans la tête, dans le cachot de cet homme qui n'a plus qu'un seul horizon, sa propre mort. C'est un choc, une immersion totale et brutale. Mais alors d'où vient une idée pareille? Pour vraiment saisir la force de ce livre, il faut revenir à l'auteur, à Victor Hugo lui-même, et à ce qui est devenu une véritable obsession pour lui. Et c'est ça qui est fou. L'inspiration de Hugo, elle ne vient pas d'un autre livre, pas d'une fiction. Non. Elle vient de la rue, de la réalité la plus crue. Il nous dit qu'il a littéralement ramassé cette idée dans le sang des exécutions publiques à Paris. Une vision d'horreur qui n'arrivait tout simplement plus à ignorer. Il faut s'imaginer un peu la scène pour Hugo. Les jours d'exécution, c'était un supplice pour lui aussi. Il entendait les préparatifs, les clameurs. Son esprit était complètement colonisé par les dernières heures du condamné. Cette espèce de torture par procuration est devenue tellement insupportable qu'il a dû écrire. Maintenant qu'on a le contexte, voyons l'objectif de l'œuvre. Parce que Hugo ne s'en cache pas du tout. Son roman, c'est une arme. Une arme politique, pensée et conçue pour un combat très précis. Et pour ça, il y a un mot qui est absolument essentiel, un mot que Hugo utilise lui-même, c'est plaidoyer. On n'est pas dans une simple histoire pour faire pleurer, on est dans une argumentation, une défense passionnée pour convaincre, pour changer les mentalités. Là, c'est dit noir sur blanc, sans aucune ambiguïté, il l'assume hautement. Son livre est une machine de guerre littéraire contre la peine capitale. La mission est claire, nette et précise. Et sa stratégie, franchement, elle est brillante. Il fait exprès de ne pas donner de nom, pas de crime précis, pas d'histoire à son condamné. C'est un condamné quelconque. Et pourquoi il fait ça? Pour que son plaidoyer soit universel, qu'il dépasse le cas particulier. Il ne veut pas sauver un homme, il veut détruire un système en le montrant dans sa réalité la plus insoutenable. L'échafaud. Alors, comment il s'y prend concrètement? On va voir maintenant comment Hugo va déconstruire avec une logique absolument implacable toutes les justifications de la peine de mort de son époque. On voit très bien sa méthode ici. Il prend les trois grands piliers qui soutiennent la peine de mort. D'abord, la nécessité de se débarrasser d'un individu dangereux. Hugo répond « la prison à vie suffit ». Ensuite, l'idée de vengeance. Il rétorque que le but de la société, c'est de corriger, pas de se venger. Et enfin, le fameux argument de l'exemple. Là, il le démolit, en disant que le spectacle de la mort, loin d'être exemplaire, ne fait que démoraliser le peuple. Mais la logique, ça ne suffit pas toujours. Pour vraiment marquer les esprits, Hugo va utiliser l'horreur. Il raconte un fait réel, l'exécution complètement ratée de Pamiers, une véritable boucherie qui transforme la soi-disant justice en un spectacle d'une barbarie sans nom. Et c'est ça qui est décisif pour lui. La réalité est le meilleur des arguments. Face à une telle horreur, tous les beaux discours sur la justice et l'exemple s'écroulent. En fait, la guillotine se condamne elle-même par sa propre cruauté. Ok, on a vu l'attaque logique, l'attaque frontale. Maintenant, on passe à l'arme la plus dévastatrice de Hugo, l'assaut émotionnel. C'est le cœur du roman, ce récit qui nous force, nous, lecteurs, à vivre la sentence de l'intérieur. Et le condamné fait lui-même le calcul de cette attente. C'est ça qui est terrible. Ce n'est pas une mort instantanée, c'est un long, très long compte à rebours de 6 semaines. Une agonie administrative, froide, bureaucratique, qui rend chaque seconde absolument insupportable. Il y a d'abord, bien sûr, la prison physique. Le cachot, les murs, les chaînes, la réalité très concrète, très brutale de l'enfermement. Mais Hugo nous emmène beaucoup plus loin. Il nous montre que la pire prison n'est pas faite de pierre. C'est la prison de l'esprit. Le corps est peut-être enchaîné, mais l'esprit, lui, est totalement obsédé, emprisonné par cette seule et unique pensée, la mort qui arrive. Et puis, il y a le coup final. La torture ultime. Ce n'est pas la peur de sa propre souffrance, non. C'est la pensée de sa famille et surtout de sa petite fille, innocente, qu'il va laisser derrière lui. C'est là que la peine de mort frappe bien au-delà de la personne condamnée. Et voilà, on arrive au cœur du plaidoyer de Hugo. La véritable cruauté de la peine de mort, ce n'est pas le moment où la lame tombe, c'est toute l'attente qui précède. C'est cette torture mentale, cette autopsie d'un vivant par lui-même. Une agonie que la loi n'a jamais prévue. Après cette descente aux enfers, terminons sur une note un peu plus lumineuse. Parce que Hugo ne fait pas que dénoncer, il propose. Il a une véritable vision pour un avenir plus humain. Pour Hugo, l'histoire avance. Il considère que la société de son temps repose encore sur de vieux piliers barbares. Et pour lui, le bourreau, c'est le dernier de ces piliers. Après le recul du pouvoir divin absolu et du pouvoir royal absolu, il est temps que ce dernier vestige de la cruauté disparaisse à son tour. Et là, ce qu'il propose est juste révolutionnaire pour son époque. C'est d'une modernité folle.
Il suggère de ne plus voir le crime comme une faute à punir par la mort, mais comme une maladie à soigner, de remplacer la vengeance par la guérison. La justice ne serait plus une affaire de colère, mais de soin. Il résume toute cette immense transformation en une seule image, simple, mais d'une puissance incroyable. Remplacer un symbole de vengeance et de mort, le gibet, par un symbole de pardon et de miséricorde, la croix. C'est tout le chemin de la barbarie vers la civilisation. Alors finalement, on peut se poser la question, est-ce qu'un livre, aussi puissant soit-il, peut vraiment faire tomber les échafauds, peut vraiment changer la loi et les mentalités? C'est tout l'enjeu et tout l'héritage du combat de Victor Hugo. Un défi qu'il a lancé à son époque et qui continue peut-être de nous interroger aujourd'hui.